Donc je me rappelle être en salle d'anesthésie. Et puis je commence à pleurer, de me rendre compte de l'ampleur de la situation. On vous met en fait dans une grande salle où il y a plein de femmes qui viennent là pour avorter. Il n'y a qu'un rideau qui nous sépare, donc on entend tout. J'étais sur ce lit. Il faisait un froid pas possible, mais il y a eu une couverture. Et puis ils essayaient de me rassurer. Je me rappelle que j'avais vu même la gynécologue qui allait faire le curetage. Puis je me tourne, je vois l'anesthésiste. Puis je dis non, attendez en fait. Puis il me met le masque et c'était déjà trop tard, quoi. Je m'appelle Wintana, j'ai 37 ans. Avec mon mari, on a 5 enfants. Et puis on habite en Haute-Savoie. Donc il y a 14 ans maintenant, j'étais avec quelqu'un, j'avais une relation. Je prenais la pilule à l'époque. Et je sais que je l'avais oubliée une fois. Et puis, c'est arrivé. Ouais. On a appris très vite que j'étais enceinte. Et donc la question se posait pas vraiment, dans le sens où j'avais une attente, disons, de la part de mon compagnon à l'époque. Et pour lui, c'était évident qu'on ne pouvait pas le garder et puis voilà, qu'il fallait avorter. Mais c'est vrai qu'il y avait un sourire en moi quand même, parce que je me disais, waouh, c'est beau. Enfin, il y avait quand même la beauté de la vie derrière qui me réjouissait. Et très vite, ça a été coupé par sa réaction. Et aussi, la mienne, c'est vrai, parce que moi, je me disais, j'avais cette étiquette de la fille parfaite, si on peut dire. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension et puis la peur de décevoir mes parents. Donc moi, j'étais quelqu'un de déjà très emmuré. Donc je savais que c'était une étape à passer, mais qu'il fallait la faire et j'allais juste foncer dans ma décision. On a pris rendez-vous chez l'hôpital à côté de chez moi. Et puis donc, je me rappelle, ils étaient 3 et il y avait mon compagnon à côté. Et à ce moment-là, donc il m'explique la procédure. Et donc moi, je sais que j'avais pas envie de vivre ça. Donc j'ai dit, vous pouvez m'endormir parce que je voulais rien voir en fait. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ils m'ont quand même laissé un délai de réflexion. À la suite, j'ai pris congé, donc j'en avais formé quand même ma chef à l'époque, parce que j'étais étudiante et je travaillais en même temps. Elle m'a dit, ah bah tu sais, moi aussi j'y ai recours, et puis si on n'a pas quelqu'un de solide à côté de soi. Enfin, elle m'avait vraiment confortée dans mon choix. D'accord. Donc je me suis dit, bon bah j'y vais, go. Donc je me rappelle être en salle d'anesthésie, et puis je commence à pleurer, de me rendre compte de l'ampleur de la situation. On vous met en fait dans une grande salle où il y a plein de femmes qui sont dans la même condition que vous, qui viennent là pour avorter. Il n'y a qu'un rideau qui nous sépare, donc on entend tout. Ouais, je me rappelle d'entendre des femmes dire ah mais ça saigne. Enfin, elles se plaignaient de la manière dont ça se passait. Et ouais, moi pour moi ça c'était aussi un choc. En attendant mon tour, en fait, t'es dans la masse. Ça fait un peu à la Shadow, quoi. C'est déshumanisé. Ouais. Ça fait un peu abattoir, quoi. Exactement, abattoir, c'est le mot que je cherchais. Abattoir, exactement. Puis je me tourne, je vois l'anesthésiste. Puis je dis non, attendez, en fait. Puis il me met le masque et c'était déjà trop tard, quoi. Et je me demande toujours qu'est-ce que j'aurais dit à ce moment-là. J'étais sur ce lit. Il faisait un froid pas possible, mais il y a eu une couverture. Et puis ils essayaient de me rassurer. Je me rappelle que j'avais vu même la gynécologue qui allait faire le curetage. À ce moment-là, vous avez exprimé quelques doutes? Mais je me souviens avoir dit, attendez, en fait, j'avais besoin d'exprimer quelque chose, et puis c'était déjà trop tard, il me mettait déjà le masque pour m'anesthésier. Donc je m'endors, je me réveille dans une autre salle, et puis je vois justement la personne avec qui j'étais à l'époque. Et en fait, je me souvenais pas, mais il m'en a parlé plusieurs mois plus tard, où je me suis réveillée en pleurs, puis en disant, bah ça y est, il est parti. Et il m'a répondu que oui. Du coup, je me suis rhabillée. Mais vraiment, même, je me rappelle quand je me suis habillée, c'était déterminé Oui. dans le fait que rien ne s'est passé, tout va bien, ça va le faire, je vais m'en sortir. Et puis voilà. C'était encore un mur qui se rajoutait. Et puis j'étais complètement déconnectée de lui, je lui en voulais en fait.
Puis après, bon, voilà, on a pris nos chemins chacun de notre côté. Donc, pendant 6 ans, c'était enfermé dans un coffre-fort. Enfin, je l'avais quand même dit à mon mari avant qu'on se marie parce que je voulais aussi être transparente. Et puis, mais, euh, mais c'était tout. Plus tard, il y a 2 ans, j'ai demandé mon dossier médical. Donc j'ai pu tout retracer, tout ce qu'ils avaient noté pendant cette période-là. Je me suis vue revivre le moment, ouais. C'était assez douloureux. Et puis, mais je savais que j'en avais besoin pour aussi clore ce chapitre. Bon, on le ferme jamais vraiment complètement, hein, mais c'était euh, une étape qui était nécessaire aussi pour la guérison. Je pense que j'avais déjà une colère envers les hommes, déjà. Et puis le fait de ne pas se positionner et dire non, mais écoute, euh, tu portes un enfant et c'est sacré. Enfin, de remettre les choses, c'est pas que à propos de toi en fait. C'est sûr qu'il est dans ton corps, mais enfin, juste parler en vérité, vous voyez? Et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Je pense que j'ai aussi grandi euh, avec l'idée qu'il fallait toujours être en compétition avec les hommes. Du coup, ça mettait déjà une distance de cœur avec les hommes. Et puis, dans tout ce mouvement, moi, je suis née à Genève, en Suisse. Et du coup, c'est pas que en Suisse, hein, c'est tout le mouvement, je pense, occidental, qui dit que bah, les femmes, elles doivent retrouver l'égalité face à l'homme, il faut que les féministes, quoi. Mhm. Et c'est vrai que moi, je l'ai été, dans mon cœur, c'était hyper puissant, ça. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à passer à l'acte par rapport à l'avortement, en disant, bah, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. Cette rébellion, cette colère qu'il y a en nous, euh, qui peut être compréhensible, hein, mais quand elle n'est pas adressée, en fait, ça fait des dégâts phénoménaux. Et voilà, c'est vrai que maintenant, moi, j'enseigne vraiment mes filles dans ces voies-là pour leur dire ce qui est bon et juste, mais aussi qu'on n'est pas amené à être égal de l'homme, mais des partenaires. C'est pas, on va pas se comparer dans le sens, vous voyez, ah, il a ça, alors je le veux aussi. Enfin, moi, c'était mon cœur, hein. Toujours en compétition, en fait, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, c'est sans repos. Et je pense que ça aussi, c'est un des éléments euh, qui fait qu'on veut s'approprier notre corps absolument. Mon corps, mon choix, vous voyez? C'était un peu l'état d'esprit dans lequel vous Oui, étiez quand vous oui, aviez oui, 22 oui, ans. oui, beaucoup. Ce que j'ai constaté, en tout cas chez moi, c'est que j'étais tellement à la recherche du regard de l'autre, des hommes, que j'étais prête à faire n'importe quoi. Et je pense que ça vient du fait que je cherchais un regard de père, parce que mon père ne m'a jamais établi dans mon identité comme j'en aurais eu besoin. Et ce moment arrive toujours, enfin, à un moment donné, c'est soit tu es bien ancré, et puis tu peux tenir bon, et tu sais pourquoi est-ce que tu dois tenir bon dans ta pureté, soit tu vas te faire happer par ce que le monde dit, et le monde dit, bah, aie des relations sexuelles le plus tôt possible, et c'est OK. Tu te Et, protèges, tu prends la contraception, et Ouais. même en étant féministe, vous aviez envie d'avoir le regard, d'attirer le Et regard de ben, l'homme ou ben, je pense que même les féministes, c'est ce qu'elles souhaitent, hein. Tout ce qu'elles font, c'est pour être vues, pour être reconnues, c'est un cri de leur cœur. Et c'est une réalité, hein. Les femmes ont été vraiment écrasées. Mais je pense que le bon combat n'est pas celui-là. C'est de l'autodestruction pour moi. Ouais. Est-ce que, en fait, il n'y aurait pas une autre solution? Ça, je pense surtout quand on est jeune, on attend ce genre de questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Mais regarde, et puis finalement, rien que de reconnecter la personne avec son cœur, avec les circonstances de sa vie, et puis de lui poser juste des questions basiques, elle peut se dire, bah, en fait, non, oui, bien sûr, j'en suis capable, c'est tout à fait faisable. Je suis pas obligée d'en arriver là. Vous voyez? Donc ça, je pense que c'était quelque chose que je rechercherais de manière inconsciente. Ouais. Puis c'est vrai que moi, ce que j'ai compris maintenant, c'est que l'éducation fait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas été enseignée l'importance de se garder, pourquoi le faire, et à quel point c'est en fait hyper précieux. Mais c'est vrai qu'on ne nous l'annonce pas forcément comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien dire ça. Je l'ai entendu d'une maman qui est grand-maman en fait. Elle me disait en fait les enfants sortent de nous, mais ne sont pas à nous. Ils nous sont confiés.
Et c'est une réalité, en fait. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mince, c'est vrai que j'ai été pleine, j'ai contribué à la mort de mon enfant. Ce qui est, quand on se dit que nos entrailles sont faites pour porter la vie et qu'on met fin à cette vie, on fait quelque chose qui est contre nature. Je me disais pas que son cœur battait déjà. Je pense que ça, déjà, ça shift quelque chose dans le cerveau quand on sait que c'est un être vivant qui est à l'intérieur et que son cœur bat. Donc pour moi, le moment où j'ai réalisé ça, j'étais en larmes, en larmes, en larmes. J'avais déjà 2 enfants à cette époque-là. Ils étaient petits, hein, ils avaient 1 an et 2 ans. Et puis, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais malgré ça, enfin, moi, c'est ma foi qui m'a beaucoup aidée hein, à remonter la pente. Et c'est aussi là où tout s'est mis en lumière, parce que quand on avait nos 2 enfants, j'avais comme un nuage au-dessus de moi, dépressif, de mort, vraiment des moments très très difficiles. On passait déjà par des moments difficiles avec mon mari. Mais ça ne me quittait pas. Et en fait, c'est quand cet événement est arrivé en lumière que j'ai eu la possibilité d'en parler, parce qu'encore une fois, l'église dans laquelle on va, c'est des sujets qui traitent. Et c'est en fait d'avoir eu cette place pour en parler et d'en guérir, ça a changé tout le cours de ma vie. Tout le cours de ma vie. Parce que j'ai pu en parler avec mes enfants. Et c'est vrai que je voyais que ma fille aînée, par exemple, je voyais que la présence de son petit frère, ils ont que 16 mois d'écart, l'insupportait. Elle n'arrivait pas à supporter qu'il soit là. Et puis, donc ça, on le voit, puis on se dit, bon, bah, c'est un peu la jalousie. Ça passait un peu à la trappe. Puis après, du coup, on a eu 2 autres enfants qui ont le même écart d'âge, et on voyait, ils étaient, mais, comme les 2 doigts de la main. Très, très proches. Puis je me suis dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je vois qu'il y a une séparation entre les deux, c'est pas possible. Et le petit voulait sa sœur absolument, et elle, une méchanceté vraiment, alors que c'était quelqu'un de très douce. Enfin, ça ressemblait pas à ses personnalités. Et puis un jour, elle me dit, ah, tu sais, maman, ça c'était bien plus tard, j'avais déjà tout traité, mais c'est vrai que j'osais pas en parler à mes enfants. Puis elle me dit, ah, tu sais, maman, moi, je n'aurais pas voulu être l'aînée. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion d'en parler. Donc, je lui dis, bah, tu sais, en fait, tu n'es pas l'aîné. T'as un grand frère qui n'est plus là, mais il a existé. Et du coup, t'es pas l'aîné. Quelle libération ça a été pour elle. Et puis, elle se tourne vers son frère. Elle me dit, t'as entendu ça? Lui, il savait même pas de quoi on parlait, hein, mais pour elle, c'était un tel soulagement. Je pense qu'elle l'a toujours su, en fait. Mais de mettre des mots, ça l'a libérée. Et depuis... bah, ils se chamaillent comme tous les frères et sœurs, ça c'est certain, mais ils sont des frères et sœurs. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment vu un avant et un après, où elle le prenait Par l'épaule. ouais, par l'épaule. Ils ont commencé à jouer ensemble, vraiment une complicité qu'ils n'avaient pas avant. Donc ça m'a vraiment réjoui. Je me suis dit, bah, il faut qu'il soit au courant. Donc il l'appelle par son prénom, parce qu'on l'a nommé aussi. Ah, si Jonathan était là, on ferait ci, on ferait ça. Hein. Et c'est vrai que c'est un membre à part entière de la famille. Ils y pensent. Donc ça a été vraiment un libérateur dans la famille. Donc j'ai réuni toute la famille, j'ai 2 sœurs aussi. Et je leur ai dit ce que j'avais traversé quelques années auparavant. Et voilà, la réaction, je dirais pas qu'ils ont été surpris. Mes 2 sœurs étaient déjà au courant. Peut-être ma maman plus, ouais, surprise. Et mon père, bah, il n'est pas rentré dans l'émotionnel, disons. Et il a accepté, enfin, il a entendu. Il a entendu, et puis pour lui, c'était on avance, et puis voilà, c'est une erreur que tu as fait dans le passé. Aujourd'hui, je peux me dire que je me pardonne d'avoir commis cet acte. Et par contre, je me dis que je ne devrais plus me taire pour être une voix pour, même si c'est qu'une personne que ça peut convaincre, et ben je le ferai. Je veux plus me taire et en me disant que tout le monde le fait alors que c'est ok. Non.